Bien, je vois que tout le monde est bien installé pour voir nos conférenciers et certains qui ont amené de très belles images. Vous allez voir ça. Alors bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité en cette fin d'année. Ce soir, notre conférence est consacrée au suivi de la biosphère terrestre et un des nouveaux instruments qui vont permettre de la surveiller, le satellite Biomass, qui a été lancé en avril 2025 à l'initiative du CESBio. C'est un centre d'études toulousain qui est le centre d'études spatiales de la biosphère. Alors, quel est le rôle des forêts dans le cycle du carbone? Comment l'évaluer l'impact de la déforestation en cours actuellement sur le changement climatique? Et quel est le rôle du spatial qui nous intéresse particulièrement? Comment orienter les actions de protection et la gestion des ressources naturelles? Alors, autant de questions où nos trois conférenciers vont aider à répondre. Alors, nos conférenciers, Jérôme Chave, ici présent, le premier, est directeur de recherche au CNRS, directeur scientifique au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement, le CRBE à Toulouse. Il est responsable scientifique et technique du LABEX CEBA, le Centre pour l'étude de la biodiversité amazonienne, un centre important qui réunit 150 scientifiques en Guyane, aux Antilles et en France métropolitaine. Alors, ces travaux variés allient la biologie moléculaire, la modélisation mathématique, la recherche sur le terrain, où il est très actif, vous le verrez. Il a notamment assuré la direction de la station guyanaise des Nouragues. Il collabore au projet One Forest Vision en Amazonie et en Afrique centrale et au réseau des sites de mesure de référence de biomasse Géotrise. Tout cela, il va nous en parler. Il est centralien, docteur de l'Université de Paris-Orsay, avec comme postdoc l'Université de Princeton, aux États-Unis. Il est membre de l'Académie des sciences et a reçu plusieurs distinctions de la médaille d'argent du CNRS en 2016 et en 2024, le Grand Prix de la Société française d'écologie et d'évolution. Jérôme, dans le classement mondial Google Scholar, vous êtes classé en position 3 dans le secteur, dans le label Tropical Forest, et en position 23 pour le label environnement, c'est dire la qualité de vos travaux. Alors cette notoriété ne vous incline pas à rester dans votre tour d'ivoire de chercheur comme certains, comme en témoignent de nombreuses activités de recherche et les coopérations interlaboratoires en région Occitanie, via des collaborations que vous établissez entre Perpignan, Montpellier et Toulouse. Vos enseignements en Master 2, Biologie évolutive écologie, parce que vous aussi, vous pensez que les chercheurs doivent enseigner, et vos missions de terrain que vous allez aussi nous présenter. Philippe Maisongrande travaille au CNES depuis 30 ans, ce n'est pas rien. Il travaille à la valorisation des données d'observation de la Terre par satellite. Après son doctorat à l'Institut national polytechnique de Toulouse, encore un Toulousain qui a fait ses études et sa carrière à Toulouse, il a occupé différentes fonctions de chercheur et de coordinateur d'équipes scientifiques dans les laboratoires dont le CNES est la tutelle, comme le CESBio, de 1993 à 2008, puis le LEGOS jusqu'en 2008. Il est aujourd'hui responsable pour ses activités principales. Il accompagne l'accompagnement de la recherche scientifique française sur la surface continentale avec les satellites et le pilotage des programmes d'observation satellitaires, le SMOS, Vénus, les Sentinelles, et la future mission Trishna, dont il vous parlera aussi, qui fera l'objet d'une conférence de notre association en 2026. Alors, en cette fin d'année, je voudrais donner un petit mot sur nos activités. Cette conférence est la dernière du cycle de conférences qui se terminera cette année, le 8 décembre, par la remise de nos prix dont Philippe Marchal, qui est là, nous parlera. Alors, comme vous le savez, notre association se consacre à la diffusion de la culture scientifique, en particulier du spatial, dans un monde qui est malheureusement alimenté qui est bien heureusement alimenté par une multitude de réseaux sociaux, de sites internet et autres médias, où l'on confond souvent information et communication. Nous devons donc, comme association, réfléchir à nos missions, adapter nos activités, nos publications, et aussi tenir compte de vos attentes. On attend beaucoup de vos retours et de votre implication dans nos activités. Donc n'oubliez pas d'adhérer à notre association et de participer non seulement par nos conférences, mais aux autres activités.
Alors, si nous nous interrogeons sur nos activités, les scientifiques aussi, dans une époque où la science fait l'objet de nombreuses attaques, ils se mobilisent et sont mobilisés complètement au service de la diffusion de la culture scientifique. Et nous souhaitons les remercier pour tout le travail qu'ils font pour l'évolution de nos sociétés, en particulier pour essayer de lutter contre le changement climatique. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée qui va commencer par nous envoyer dans l'espace. Alors attachez vos ceintures. On va démarrer par une vidéo assez remarquable. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jérôme Chave. Merci beaucoup à Richard pour son introduction. On va parler effectivement de la biomasse et des changements climatiques et en quoi les changements climatiques peuvent être réduits ou limités par le rôle des forêts. C'est un peu le thème dont on m'a demandé de parler aujourd'hui. Je suis très content de voir une salle pleine, pas vraiment la voir parce que il fait un peu sombre ici, et d'avoir l'honneur surtout d'être dans ce lieu magnifique. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Alors, je vais me rapprocher du micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Très bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être ici, dans cette salle magnifique. J'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas être à votre place pour pas voir ces images en très très grand écran. Mais c'est un grand plaisir de pouvoir parler des forêts, qui est une passion, j'imagine, commune à beaucoup d'entre nous. Donc, je voulais vous parler très rapidement de ce que c'est que les changements climatiques et du rôle du cycle du carbone. Quelles sont les solutions, surtout, puisque c'est ça qui nous intéresse finalement. Et puis, comment on fait pour mesurer les stocks de carbone dans les forêts? Alors, on a vu un instrument absolument extraordinaire là à l'instant, mais pour l'instant, on n'a pas parlé du détail. Et l'argument que j'essaierai de vous partager avec vous, c'est que les plus beaux satellites du monde ne servent pas à grand-chose si on n'a pas les pieds au sol aussi et qu'on n'observe pas les forêts du sol. Parce qu'il y a plein d'autres choses à mesurer, à observer et à être fasciné à propos des forêts. Et puis finalement, je vous parlerai un petit peu du lien avec la mission biomasse de Géotrise. Donc sans transition, on a tous vu cette courbe qui est l'augmentation de la température atmosphérique depuis les années 1850 jusqu'à l'année dernière, 2024. Donc c'est un secret pour personne que la planète est en train de se réchauffer à une vitesse qui est assez impressionnante depuis les années 60. Et on est maintenant à plus 1,5 degré, 1,4 à 1,5 degré, au-delà du référentiel de la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. Ça, l'effet qui est en face de nous, c'est un effet qui est un phénomène physique, qui est que la Terre se réchauffe, l'atmosphère se réchauffe,
Et ça, pour comprendre ça, je pourrais vous montrer des diagrammes très très compliqués, mais essentiellement, ce qu'on peut comprendre, c'est que la Terre est chauffée par le Soleil. Elle se chauffe donc comme un corps noir, un corps gris, qui réémet de la chaleur, et une partie de cette chaleur est capturée de façon par une énergie de vibration dans les molécules qui ont au moins 3 éléments, qui sont formés d'au moins 3 atomes, et le dioxyde de carbone, le méthane également, mais essentiellement le dioxyde de carbone, c'est une très très bonne molécule pour stocker de l'énergie de cette façon-là, et donc de stocker de la chaleur. Et donc c'est ça qui explique le réchauffement climatique. C'est des choses qu'on sait depuis la fin du XIXe siècle. Il y a un article de Arrhenius en 1896 qui explique ça très très bien. Donc on ne sait pas du tout une nouvelle scientifique. Ce qu'on sait maintenant faire par contre, c'est quantifier ces phénomènes, ces mécanismes, et mieux les comprendre, parce que bien sûr, il faut savoir d'où vient le dioxyde de carbone qui part dans l'atmosphère, et quel est son destin finalement. Donc l'un des effets les plus importants, effectivement, de ces sources de réchauffement climatique, c'est la pollution atmosphérique qui est due à l'activité des énergies fossiles. Essentiellement, quand on brûle du charbon, de différentes formes d'énergie carbonée, comme le pétrole, le gaz ou le charbon, on émet du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors, la mesure du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on la connaît très bien. Vous avez certainement vu ces courbes-là qui sont depuis la fin des années 50 mesurées. Et on a mesuré très, très, très précisément maintenant la fluctuation annuelle, et puis l'augmentation surtout très importante de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ça, cette courbe-là vous montre la fraction en partie par million de concentration en dioxyde de carbone. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien connues, qui ne sont pas disputées, ou si c'est disputé, c'est de mauvaise foi. Et par ailleurs, ce qui est un peu moins connu, et c'est là que ça commence à nous intéresser, c'est quel est le destin d'une molécule, une molécule de CO2, quand elle est émise, et ensuite où elle va. Et alors, l'essentiel des émissions de dioxyde de carbone sont dues à la pollution, donc aux émissions d'énergie fossile. Ça, c'est la partie en haut à gauche de ce diagramme-là. Mais il y a une bonne partie qui est due à la déforestation, et en particulier à la déforestation tropicale. C'est environ estimé, là, entre la période 2015 à 2024, c'est des émissions qui contribuent pour environ 12%. C'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Alors les unités là sont en gigatonnes de CO2 par an. Je vous montrerai dans le transparent suivant ce que ça représente une gigatonne concrètement. Et l'autre partie de l'équation, c'est finalement tout ce qui part dans l'atmosphère, ça va quelque part. Est-ce que ça reste dans l'atmosphère ou pas? Et vous voyez que finalement que 50% de ces émissions-là restent dans l'atmosphère. Et les autres 50%, ils vont dans la biosphère, ce qu'on appelle la biosphère, c'est-à-dire les terres émergées, à hauteur de 21% dans les terres émergées, en particulier dans les écosystèmes vivants, donc les forêts entre autres. Et puis une bonne partie va aussi dans les océans. Donc ce bilan-là, il est essentiel pour comprendre que finalement, si on n'avait pas la biosphère, le monde vivant, on ne serait pas capable de stocker autant aussi, finalement, de tamponner autant les émissions d'énergie fossile, et ça serait une accélération qui serait 2 fois plus rapide. Et donc on ne serait pas à plus 1,5 degré aujourd'hui, on serait à plus 3 degrés sans le vivant. On perdrait beaucoup plus que simplement cet effet-là. Si on n'avait pas le vivant autour de nous, on perdrait plein de choses finalement. On perdrait quasiment tout et on ne serait certainement pas là. Donc c'est un petit peu une expérience de pensée que je vous invite à faire. Mais ce qui est important maintenant, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, et en quoi ce constat peut nous apporter des solutions. Donc comme je vous le promettais, une gigatonne de quoi que ce soit, de quelle matière, là c'est illustré sur l'île de Manhattan, un cube de 1 km de côté, ça représente une gigatonne d'eau. Donc voilà, c'est des quantités qui sont absolument astronomiques. J'aime bien cette figure parce que ça permet de se représenter de quoi on parle finalement quand on parle de 36 gigatonnes de CO2 qui sont émis par notre civilisation finalement tous les ans. C'est l'équivalent de 36 cubes comme ça qui sont envoyés dans l'atmosphère sous forme de gaz en plus. Et donc c'est quand même absolument considérable. Alors on peut se poser la question finalement, moi je suis un individu, je suis une personne sur cette planète, et à titre individuel, qu'est-ce que j'émets?
Alors, bien sûr, quand on divise par le nombre d'habitants sur la planète, les quantités deviennent plus raisonnables et sont mesurées en termes de tonnes. Et comme vous le savez bien, vous avez certainement fait les uns et les unes et les autres votre bilan carbone. Et on dit en général qu'il faut pas être trop gourmand quand on fait pas trop prendre l'avion et ces choses-là. Voilà. Ce diagramme qui a été produit par les collègues du Global Carbon Project nous représente les émissions des différents pays ou l'Union européenne. Et vous voyez que finalement, ces émissions per capita, même aux États-Unis, elles baissent depuis une quinzaine d'années. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, pas partout. Alors il y a une augmentation plutôt en Russie, il y a une augmentation assez rapide en Chine, mais vous voyez qu'on est en train de converger finalement à l'échelle globale vers des moyennes. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça, parce que la taille de la population mondiale augmente, mais par contre, on voit bien qu'on va vers plus de sobriété. Par exemple, en Europe, on voit une claire baisse. Pas assez rapide, mais une claire baisse. Donc il n'y a pas que des messages dramatiques à tirer des 15, 20 dernières années, des politiques publiques qui ont été prises en France et en Europe sur ces enjeux qui sont absolument fondamentaux. Il faut aussi reconnaître les travaux qui ont été faits, les efforts qui ont été faits par chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, en tant que citoyens, et par les politiques publiques. Voilà, donc maintenant, quelles sont les solutions? Alors, la réponse, elle tient en un slide, et c'est pour ça que, un transparent, et c'est pour ça que je vais en donner qu'un, et après, on va discuter de choses faciles. La principale, et j'ai envie de dire la seule solution, c'est de réduire durablement les émissions. C'est pas d'essayer de trouver des pis-aller. Mais effectivement, ça, c'est un travail qui est extrêmement ambitieux. Je vous ai représenté une petite image d'isoler thermiquement les maisons. Ça, c'est un des exemples, finalement. C'est l'effet de degré 1, finalement, des émissions, en tout cas en France hexagonale. Mais il y a pas mal d'autres choses qui sont réfléchies à l'échelle globale. Il y a des solutions environnementales. On a bien vu que la biosphère, que ce soit la biosphère océanique ou terrestre, peut être un endroit où on peut stocker du carbone. Et en particulier, les forêts, c'est un endroit où on stocke du carbone en quantité très importante, comme on va le voir. Donc ces solutions fondées sur la nature, c'est une solution qui est naturelle et qui pourrait apporter des avantages qui ne sont pas seulement en termes de minimiser, réduire l'impact du changement climatique, mais aussi avoir des avantages, des bénéfices supplémentaires, comme protéger la biodiversité ou d'autres considérations. Alors, je passerai assez rapidement sur des solutions qu'on appelle la géo-ingénierie solaire, envoyer du soufre dans la haute atmosphère pour réduire la température. Ça, c'est certainement l'objet d'autres débats de votre association. À mon sens, ces technosolutions ne sont pas vraiment des solutions, sont plutôt des pis-aller très temporaires avec des effets qui sont mal contrôlés. Donc, je ne voudrais pas trop en parler aujourd'hui, mais si vous souhaitez, on pourra avoir une discussion à part. Alors, concrètement, quand on parle de forêt, on parle donc de stock de biomasse, mais on parle d'écosystèmes qui sont très variés. Donc là, vous avez la photographie de dessus d'une forêt en Sibérie, une forêt au Canada, donc avec des forêts qui sont... Bon, déjà, je vous montre ces photos parce que c'est magnifique et que ça nous permet aussi de concrétiser ce qu'on essaie de mesurer avec le satellite biomasse et avec toutes les méthodes de mesure de stockage de carbone dans les forêts. On mesure ça, et donc c'est un travail qui est absolument fabuleux. Voilà, donc ça, typiquement, une image comme ça vous illustre le cauchemar que ça peut être de mesurer par télédétection les stocks de carbone dans une forêt, parce que finalement, c'est pas toujours très plat, les forêts, et puis voilà, qu'est-ce qu'on mesure vraiment bien. Et puis, donc, j'en arrive aux forêts tropicales. Donc ça, on a fait brièvement référence à la Guyane française. Donc ça, c'est l'une des rivières de Guyane française où on voit la forêt tropicale qui est absolument merveilleuse pour plein de raisons, et entre autres parce qu'elle stocke beaucoup de carbone. Voilà, alors, mesurer le stockage de carbone dans les forêts, dans les pays d'Europe et en Amérique du Nord, on sait faire finalement. Les connaissances sur la ressource forestière sont bonnes, j'ai envie de dire excellentes même. On s'est intéressé à cette question de comment stocker le carbone dans les forêts et combien de carbone est stocké dans les forêts pour une raison très simple, c'est qu'avant l'ère du pétrole et des énergies fossiles, notre seule énergie pour nous chauffer, c'était le bois. Donc finalement, c'était le pétrole du 18e, 19e siècle, c'était le bois, et on avait absolument besoin de savoir où était le bois. C'était vraiment la ressource stratégique nationale, et du coup, beaucoup d'efforts. Et en fait,
historiquement, un effort absolument dantesque a été placé sur le fait de connaître où sont les ressources et de les contrôler et de les protéger. C'est pour ça que les forêts françaises ont cette force et que même on peut presque dire que l'État français s'est construit sur ces forêts. Alors, par exemple, on sait très bien que les forêts françaises ont augmenté de superficie durant le dernier siècle et demi. Donc là, je vous ai présenté... Alors ça, ce n'est pas la courbe de concentration de dioxyde de carbone à l'échelle globale, mais c'est la superficie de forêt en France depuis les années 1850 jusqu'à le présent. Et on se rend compte d'une chose qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on est passé d'environ 9 millions d'hectares de forêt dans les années 1850 à environ 17 millions d'hectares aujourd'hui. On a presque doublé la superficie des forêts françaises. Et la raison principale pour ce phénomène-là, c'est que dans les années 1850, le bois était coupé et les forêts étaient des forêts de taillis qui servaient à faire du bois de chauffe. Et comme cette contrainte a été relâchée, beaucoup d'espaces ont été libérés pour faire en sorte de libérer de la forêt. Et donc, voilà, et cette tendance continue à augmenter. Donc, les collègues qui travaillent à l'Institut géographique national, à l'inventaire forestier, nous ont permis de remonter dans le temps et nous permettent de connaître maintenant cet historique-là. Donc, je vous fais référence à quelques articles absolument fascinants qui viennent justement de collègues qui ont travaillé sur ces sujets historiques, mais aussi bien présents. Donc, on connaît très bien la forêt. Aux États-Unis, on connaît encore très bien aussi la forêt. Donc ça, c'est une image un peu différente de la production forestière aux États-Unis depuis les années 1820. Et vous voyez qu'il y a une tendance historique vraiment fascinante sur les différentes, non seulement l'augmentation très rapide de la production de bois jusqu'au dans les années 1900, parce que c'était vraiment la seule ressource disponible, et à partir de la transition entre l'utilisation du bois comme ressource principale à la révolution industrielle américaine vers des ressources d'énergie fossile, on s'est rendu compte qu'il y a une stabilisation de la production forestière et puis une baisse radicale, bien sûr, durant le crack de 1929, et une réaugmentation ensuite avec des différentes ressources qui ont évolué très largement. Par exemple, voilà, l'utilisation de bois massif est beaucoup moins importante maintenant. Donc le bois a soutenu le développement de toutes nos sociétés. L'essentiel des maisons ont été construites en bois par le passé. Une bonne partie de nos maisons aujourd'hui continuent à être construites en bois. Donc le bois, c'est une ressource fondamentale qui n'est pas moins utilisée maintenant parce que ce n'est pas une énergie qui est utilisée pour le chauffage, mais elle est encore utilisée partout autour de nous. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup autour de nous, c'est peut-être un contre-exemple parce que cette salle est très quand même minérale, on va dire. Mais chez vous, j'imagine que vous avez beaucoup de bois et je vous le souhaite parce que c'est une belle matière. Un point que je voulais aussi, sur lequel je voulais aussi insister, c'est que quand on parle de forêt, on pense beaucoup aux plantations. Les plantations en France, c'est 2 millions d'hectares sur les 17 millions d'hectares. Donc c'est une toute petite minorité. Les forêts plantées, comme la forêt des Landes par exemple, ne sont pas forcément la majorité. Et quand on regarde à l'échelle globale, il y a eu, par exemple, la Chine, un effort absolument monstrueux de reforestation, mais de reforestation en forêt de plantation. C'est-à-dire des forêts qui sont monospécifiques, une seule espèce, une seule essence d'arbre, qui couvre des superficies très importantes pour une durée relativement limitée, parce qu'une forêt de plantation, c'est fait pour être coupé, pour faire du bois. Ce n'est pas pour rester sur des centaines d'années. Et ça, ces distinctions entre forêt naturelle, gérée potentiellement, mais forêt naturelle et forêt de plantation, c'est très important à réfléchir quand on parle de bilan de carbone à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, à l'échelle globale. Alors donc maintenant, quand on a parlé de l'Europe et de l'Amérique du Nord, on se rend compte qu'on a donc de très bonnes connaissances. On pourrait se poser la question, pourquoi on va travailler sur le développement d'un satellite comme Biomasse, qui a coûté quand même une certaine quantité d'énergie à beaucoup de scientifiques, à beaucoup de nos collègues du CNES, de l'Agence spatiale européenne, et puis de l'argent public qui a servi à ça. Parce que l'enjeu du carbone, il est bien sûr pas seulement national, il est global. Et dans le reste du monde,
hors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, hors des pays développés, sur la plupart des connaissances sont récentes et plutôt fragmentaires et plutôt fragiles. Donc, ce qu'on sait très, très bien depuis pas mal de temps, c'est que sous les tropiques, il y a des enjeux de déforestation, de changement d'utilisation des terres. On n'a pas forcément besoin de biomasse pour mesurer ça. Depuis l'ère de Landsat, on sait depuis le début des années 90 très bien, et puis depuis le début des années 80 encore un peu moins bien, on sait que le changement d'utilisation des terres a complètement bouleversé les paysages forestiers tropicaux. Spot aussi a été un des acteurs majeurs, bien sûr, de cette révolution de la cartographie de l'utilisation des terres. Et on sait par ailleurs que dans les forêts, comme par exemple les forêts amazoniennes, on peut mesurer le stock de carbone d'un massif forestier mature. Alors cette carte, enfin cette image que je vous présente là, c'est le résultat d'un article qui est sorti dans la revue Nature il y a une dizaine d'années maintenant, et qui vient d'inventaires forestiers, donc de parcelles permanentes de forêt, dans lesquelles tous les arbres sont mesurés plusieurs fois dans le temps. Et donc la question qu'on pose, c'est qu'on veut savoir si cet inventaire forestier, il a augmenté en stock de carbone ou il a baissé en stock de carbone. Donc est-ce qu'il y a plus ou moins de biomasse? Et est-ce que le bilan net, il est dû à plus ou moins de mortalité quand on regarde dans le temps? Donc quand on se place depuis les années 80 jusqu'aux années 2010, une observation, c'est que la première observation qu'on doit faire sur cette image-là, c'est de voir le bilan net, qui est l'image du haut, qui est positive. Ça veut dire que les forêts matures d'Amazonie, et en fait la plupart des tropiques, ces forêts matures ne sont pas à l'équilibre. C'est des stocks de carbone. Et c'est des stocks de carbone qui sont relativement modestes par hectare, mais quand on multiplie par les millions d'hectares de forêts tropicales, qui ont une contribution très significative au puits de carbone dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la biosphère est un stock de carbone, un puits de carbone, d'abord parce que la biosphère héberge des forêts tropicales. Et donc on a besoin de comprendre mieux où elle les stocke, comment elle les stocke et pendant combien de temps elle va les stocker. La deuxième information que nous donne cette image-là, c'est que ce puits, au cours des 30 dernières années, on a l'impression, et ça c'est la flèche rouge, a l'impression d'être de moins en moins intense. Il se rapproche de la ligne 0, et donc ça, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que la photosynthèse est moins efficace? Est-ce que la croissance est moins rapide? Ou est-ce que la mortalité augmente? Et on se rend compte, en faisant cette analyse, que la mortalité augmente, c'est-à-dire qu'on a des événements qui sont probablement de plus en plus intenses, qui conduisent à une surmortalité dans les forêts tropicales matures, comme l'Amazonie, comme dans le bassin du Congo ou comme en Asie du Sud-Est. Donc ces messages-là, l'observation, c'est que c'est fondamental d'étudier les forêts en dehors de nos pays, en dehors de nos régions, et pour focaliser sur un problème qui est vraiment important sur le cycle du carbone, qui sont les forêts tropicales. Donc la question maintenant, c'est comment on mesure les stocks de carbone dans ces forêts tropicales. Alors, la première commentaire rapide que je voudrais faire, c'est que le stock de carbone, quand on parle de stock de carbone dans un écosystème, autour de nous, on parle essentiellement d'une histoire de plantes. Si vous regardez le diagramme de gauche ici, vous voyez que 85% de la biomasse, du stock de carbone qui est stocké dans le vivant sur notre planète, c'est des plantes, et c'est largement des arbres. Le reste, c'est essentiellement des bactéries, puis il y a des champignons, et puis les animaux, nous on est le petit triangle en bas à droite du panel de gauche, là. Vous voyez qu'on n'est pas grand-chose. Et puis si on regarde, si on zoome là sur les animaux, ben, c'est certainement pas nous qui sommes la majorité, c'est les arthropodes, c'est les insectes qui sont essentiels, qui sont la majorité de la biomasse animale. Et nous, on est quelque part par là, les humains, une petite proportion de tout ça. Donc on est très très loin d'être le centre du monde en matière de biomasse à l'échelle globale. Bon, pour une fois. Alors donc, comment on fait pour mesurer la biomasse dans une forêt tropicale? Donc pour ça, je vais demander à la régie de passer un film à un collègue qui est basé au Gabon et qui va nous expliquer une partie du problème. Et donc, je lui laisse la parole.
CNRS, c'est le partenaire principal de l'initiative One Forest Vision au Gabon. Il va bénéficier des financements de ce programme, financements qui vont servir à former des jeunes doctorants de notre pays pour augmenter nos capacités en ressources humaines, notre capacité à gérer au mieux nos ressources forestières. Le rôle du CNRS va être fondamental puisqu'il va mettre à disposition des infrastructures, il va encadrer des futurs étudiants doctorants gabonais en collaboration avec les institutions françaises. Il va produire des connaissances qui vont ensuite être utilisées au niveau mondial, au niveau national pour pouvoir améliorer la gestion durable et la conservation des stocks de carbone et de la biodiversité. Le CNRS développe des protocoles, met en place des protocoles de suivi des stocks de carbone. Et l'un des protocoles de suivi des stocks de carbone que nous mettons en place, c'est l'établissement des parcelles permanentes en forêt et leur remesure à des périodes précises. Nous allons également utiliser des technologies innovantes, que ce soit des drones LIDAR. Le LIDAR, c'est un radar, en fait, qui est basé sur le laser, qui vont nous permettre de décrire ce que nous on appelle la structure des forêts en hauteur, comment est la forêt en hauteur, comment les arbres, quelle est la hauteur des arbres et quelle est leur dimension au sol. Donc toutes ces données sont essentielles pour construire les crédits carbone, pour construire les modèles qui permettent de prédire l'évolution des peuplements. Nous allons également suivre on va dire le fonctionnement classique des forêts, comment se fait la production des feuilles au cours de l'année, quels sont les paramètres qui expliquent qu'à un moment donné, certaines plantes vont perdre des feuilles et d'autres vont garder leurs feuilles, et comment ces processus de perte influencent les échanges de gaz entre l'atmosphère et ce que nous on appelle la biosphère, c'est-à-dire la végétation. Donc la collaboration des instituts nationaux du Gabon avec les instituts des Français, dans le cadre de One Forest Vision, va contribuer à la protection de la biomasse, enfin des stocks de carbone et de la biodiversité, d'abord en formant les experts. Vous savez, dans notre pays, et à l'image de plusieurs pays d'Afrique centrale, nos ressources humaines de qualité, nos experts, nous n'avons pas assez d'experts qui sont capables d'aider les politiques à mettre en place des normes de suivi de la forêt. Nous n'en avons pas assez. Et donc, les instituts français et les instituts gabonais s'entendent pour former la future génération des chercheurs qui vont être à la pointe de la gestion durable de nos forêts. Il va y avoir un transfert non seulement des connaissances et des compétences, mais également un transfert des technologies qui vont permettre à ce que les chercheurs gabonais puissent ensuite continuer à faire le suivi à long terme de la forêt et de la dynamique de carbone pour produire des normes pour que le Gabon puisse gérer au mieux ses stocks de carbone. Très bien, merci. Voilà, donc c'est une présentation d'un projet sur lequel plusieurs d'entre nous sommes impliqués, qui s'appelle One Forest Vision, dont l'objectif est justement de quantifier les stocks de carbone avec les partenaires, en l'occurrence du bassin du Congo. Et donc, professeur Alfred Ngomanda, qui est commissaire général à la... je pense qu'on peut rebasculer sur la présentation. Le professeur Alfred Ngomanda, qui est commissaire général au CNRS. Le CNRS, c'est l'institution qui a été créée en 1976 pour faire la suite du CNRS français, post-colonial. Et donc, c'est l'institut de recherche fondamentale et technique du Gabon. Donc, c'est un des partenaires très, très importants pour travailler sur cette partie du bassin, disons, de l'Afrique tropicale, qui est relativement bien protégée, avec des forêts qui sont absolument magnifiques. Et donc, il présentait finalement des enjeux techniques de mettre en place des suivis de carbone dans les forêts. L'un des enjeux techniques, c'est de faire un travail qui soit techniquement précis. Et on va le voir, par exemple, dans cette image-là. On doit mesurer le diamètre des arbres proprement à une hauteur standardisée. C'est un travail qui est absolument dantesque et ça se fait manuellement. Il n'y a pas de technologie qui va nous aider à faire ça. Il faut mettre des numéros pour les arbres parce qu'on les remesure ensuite 5 ans plus tard.
Donc on a besoin de faire tout ça aussi manuellement. Et on a aussi besoin, et ça Alfred Gomanda le mentionnait dans sa présentation, on a besoin de technicité, on a besoin de former les personnels sur le terrain, mais ensuite aussi pour l'analyse de données et potentiellement aussi pour l'analyse de données radar à l'avenir, directement dans les pays, parce qu'il ne s'agit pas que nos compétences soient uniquement dans les pays du Nord et qu'on fasse ce qu'on appelle du colonialisme scientifique. Donc ces partenariats sont vraiment importants, à la fois en termes de connaissances dans les pays et aussi de connaissances équitables. Alors, je passe rapidement. Il y a un deuxième enjeu qui est fondamental, bien sûr, quand on parle des forêts tropicales, c'est qu'elles n'ont rien à voir avec les forêts tempérées en matière de biodiversité. Quand on regarde du dessus, juste avec une image en optique à gauche ou avec une image, alors ça, c'est des images qui sont issues de sentinelles en multispectral, on se rend compte que, donc à gauche, vous voyez que les couronnes des arbres ont des couleurs différentes, ont des formes différentes, et en fait, on parle de centaines d'essences dans 1 hectare de forêt. On a, en Guyane française uniquement, on estime 1600 espèces d'arbres différentes, essences d'arbres différentes, alors que dans toute l'Europe, il y en a 300. Donc, et on a probablement entre 8000 et 10 000 espèces d'arbres dans toute l'Amazonie. Donc c'est vraiment des enjeux de biodiversité qui sont fondamentaux et qui ont des impacts importants pour l'estimation du carbone, pas seulement en matière de protection de la biodiversité, parce que peser un arbre pour le même volume, si c'est du balsa ou si c'est du bois de fer, c'est pas la même chose. Il peut y avoir un facteur 5, voire 10 même, en matière de biomasse, de poids, par rapport au volume équivalent. Donc on a besoin de connaître les essences, et pour ça, on a besoin de faire vraiment un travail soigneux sur la botanique. C'est une frontière de la science, la botanique aujourd'hui. On découvre encore beaucoup d'espèces nouvelles de plantes. Et dans mon laboratoire, le Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement, on a beaucoup d'intérêt sur le suivi de ces variables fondamentales qui ont plutôt à voir avec la biodiversité qu'avec la structure de l'écosystème. Voilà, alors on ne fait pas que, bien sûr, observer la forêt depuis le terrain. On fait aussi des observations aéroportées par des drones ou par des avions, par une technologie que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le LIDAR maintenant. Vous la connaissez peut-être parce qu'on l'a utilisé beaucoup en archéologie. Donc beaucoup des cités perdues, comme par exemple la forêt, la cité de Tikal ici, au Mexique, elle est en partie cachée par la forêt. Et ce qui intéresse les archéologues, c'est d'enlever la forêt, de regarder ce qu'il y a dessous. Et quand on fait ça, on voit qu'il y a des structures cachées absolument magnifiques et incroyables. Là, c'est des données qui ont été obtenues au Mexique. Récemment, l'année dernière, il y a eu un papier qui est sorti dans Science sur une cité entière qui a été découverte en Amazonie équatorienne. Et tous les jours, quasiment, on fait de nouvelles découvertes en archéologie grâce à cette technologie qui permet de détecter le sol. Et on peut aussi détecter le haut de la canopée. Donc, on peut en fait détecter la hauteur des arbres. Donc ça a permis de faire des avancées majeures sur la structure forestière. Donc il y a des avancées majeures dans plein de choses. Le LIDAR, c'est beaucoup utilisé maintenant pour la détection automatique de déplacement des voitures, pour les voitures autonomes, des choses comme ça. Mais c'est moins fun que de parler de la structure forestière. Ces images sont vraiment magnifiques. Et puis, il y a même eu un satellite, un projet de satellite, enfin un LIDAR spatial qui a été envoyé par nos collègues de la NASA à partir de 2019 et qui nous permet de mesurer la hauteur des forêts. Alors, pas dans l'ensemble des forêts du monde, mais point par point, comme ça, sous forme d'un échantillonnage. Et ça a été vraiment une révolution. Cet instrument est à bord de la Station spatiale internationale, qui vit probablement ces dernières années, mais qui a été vraiment une révolution. Et probablement la NASA, si tout se passe bien, devrait lancer un satellite sur la même technologie. Voilà les images de hauteur de canopée qu'on obtient quand on regarde l'Amazonie, en tout cas le sud de l'Amérique du Sud. Avec cette technologie, on voit la hauteur de canopée qui varie beaucoup entre, disons, 5 et 40 mètres. Si vous connaissez un peu la Guyane, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà été en Guyane, vous voyez que la forêt guyanaise sont facilement au-delà de la hauteur de 40 mètres de canopée. Voilà.
Alors très rapidement, pour finir, quel est le lien avec Géotrice? Alors ce qu'on veut faire, nous, dans le projet Géotrice, dans le programme Géotrice, qui est financé par le CNES, que je remercie par ailleurs, et par l'Agence spatiale européenne, et par pas mal de financeurs privés, c'est de mettre en place une validation de données de référence pour le satellite biomasse. Le principe étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est bien d'avoir des yeux dans le ciel qui nous observent, mais si on n'a pas des yeux sur Terre pour vérifier que c'est valide, en général, on fait n'importe quoi. Mesurer la température de l'air, c'est relativement simple. On sait plus ou moins, voire très bien, faire ça depuis la fin du XVIIIe siècle. Mesurer la biomasse sur le sol, c'est plus coûteux parce qu'il faut aller faire tout ce que je vous ai expliqué. Donc il faut faire une collecte ambitieuse de nouvelles données de terrain. Ces inventaires doivent couvrir l'ensemble des forêts du monde, pas seulement chez nous. Et ça doit être des données de haute qualité. L'identité de l'espèce, par exemple, c'est une variable qui est cruciale et qui est très difficile à obtenir à l'échelle globale. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est on propose de combiner le meilleur des mondes, de faire des approches d'inventaire classiques, comme je vous l'ai présenté, ou comme plutôt Alfred Gomanda vous l'a présenté, des inventaires par lidar aéroporté sur des zones de plusieurs milliers d'hectares à chaque fois, et puis de faire aussi du lidar terrestre qui permet de reconstruire les volumes pour faire des arbres virtuels sur plusieurs hectares de forêt. Et ça, avec des centaines de partenaires à l'échelle globale voilà, vous avez la carte actuelle de notre projet Géotrice. Donc, chaque point ici représente un site sur lequel on a mis en place un partenariat avec les partenaires locaux, que ce soit au Brésil, au Pérou, au Gabon, en République du Congo, en République démocratique du Congo. Je pourrais continuer en Inde, en Australie. Et tous ces partenaires se sont engagés pour travailler dans les 10 prochaines années pour avoir des données de qualité, pour comparer, vérifier la qualité des données du satellite biomasse. Et il nous semblait important que vous ayez conscience du travail herculéen que ça représente. Finalement, c'est comme une mission spatiale, sauf qu'elle est à terre. En termes d'ambition et de technicité, c'est assez comparable. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Jérôme. C'est difficile de passer de public à acteur, surtout quand on vient d'assister à une présentation aussi intéressante que celle que Jérôme vient de nous faire. À mon tour, je vais m'efforcer de vous parler des programmes spatiaux du CNES pour la biosphère continentale. Merci à Richard pour sa présentation tout à l'heure. Je travaille au CNES à la direction de la stratégie dans le département études et observation de la Terre. Et dans ce département, donc, on s'efforce de mettre les systèmes d'observation de la Terre au service de la communauté scientifique et aussi au service des applications. Alors, sans plus attendre, je vais vous faire part de quelques éléments de contexte qui, d'une certaine façon, sont un petit peu redondants avec ce que Jérôme vient de présenter. C'est des chiffres dont vous avez pour la plupart déjà entendu parler. Quoi qu'il en soit, un rappel, les plus de degrés de hausse de température par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici 2050. Ça, c'est un chiffre sur lequel il n'y a pas très peu de doute. En tout cas, on y va d'ici 2050. Plus de milliards, pour ceux qui ont écouté la radio ce matin, notamment sur France Inter, plus de milliards, il y a des chances que la démographie d'ici 2050 atteigne ce seuil-là. Néanmoins, il est possible quand même qu'on ait une inflexion un peu plus tôt que ce qui était prévu initialement. Pas mal de continents, leur démographie qui commence à s'essouffler, le seul étant l'Afrique, qui présente une croissance démographique qui est exceptionnelle par rapport aux autres. Mais même la Chine, dont on a vu qu'elle est un fort producteur de CO2, et même l'Inde, commencent à voir leur démographie sur un seuil, sur un plateau. Et enfin, une biodiversité ici que je qualifie de malmenée. C'est très difficile de parler de manière quantitative, surtout quand on n'est pas un spécialiste, de parler de manière quantitative de la biodiversité. Quoi qu'il en soit, avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec Jérôme, on dispose de moyens d'observation pour quantifier l'évolution de cette biodiversité. C'est un exercice périlleux auquel les gens qui font de l'écologie et les gens comme Jérôme s'attellent au quotidien. Voilà, cette courbe de CO2 atmosphérique enregistrée depuis les années 50 à Mauna
Loa. C'est le coup de génie d'un chercheur américain, Charles Keeling, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années, et qui nous permet de voir ce dont parlait Jérôme tout à l'heure, cette évolution du CO2 atmosphérique dont il a parlé, dont il a expliqué les causes. Je vais essayer de vous montrer comment, avec le satellite, on a pu voir et expliquer une partie de ces oscillations. Pour la petite histoire, vous voyez que la croissance là est de l'ordre de 4-5 ppm par an, de manière assez quasi linéaire. Pas d'observation satellite directe, en tout cas à l'échelle globale, sur d'aussi long terme en ce qui concerne le CO2. On a aujourd'hui des satellites qui sont lancés. Hein. On a eu Microcarb qui a été lancé il n'y a pas très longtemps cette année. Et côté européen, il y a aussi CO2M. Les Américains ont un satellite OCO 2, je crois, je ne sais plus s'il opère. Mais enfin, le suivi continu à l'échelle globale du CO2 atmosphérique, n'est pas aussi avancé qu'il peut l'être. Par exemple, comme vous voyez sur la courbe de gauche, la fameuse courbe du niveau des océans par altimétrie satellitaire. Alors Richard disait tout à l'heure que j'ai travaillé dans 2 laboratoires. Là, vous avez les 2 exemples. Hein. À l'époque du Centre d'études spatiales de la biosphère, j'ai eu la chance de travailler sur le cycle global du carbone. Et de par mes activités au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, le LEGOS, j'ai côtoyé de très très près l'équipe en charge du cycle de l'eau, avec Annick Cazenave, qui m'avait fait l'honneur donc de me demander de coordonner, diriger l'équipe de recherche qui produisait cette courbe, qui produisait pas cette courbe, mais qui expliquait l'évolution de cette courbe. Donc cette courbe, elle est construite à partir d'une observation avec des radars altimètres. Et bien entendu, la courbe de gauche n'utilise pas de données satellites. Ce qu'il faut voir, ce qui est frappant là-dedans, c'est qu'on a besoin d'observations globales, comme le montre la courbe sur le CO2. On a besoin d'informations sur la durée, c'est très important. Donc il faut avoir des informations cohérentes dans lesquelles on ait confiance. Donc il faut une qualité sur ces informations. Pourquoi ? Pour étudier les phénomènes qui expliquent ces évolutions, les comprendre et les gérer et aussi gérer leurs effets. Et c'est tout ce à quoi nous nous efforçons avec nos satellites, en les mettant à disposition de la communauté scientifique et aussi à la communauté des entreprises et des acteurs publics et privés qui ont besoin d'informations pour s'adapter au changement climatique et à ses effets. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on va expliquer un petit peu. On a vu des images magnifiques en très très haute résolution. Là, alors ça commence entre guillemets mal puisque c'est une carte, une animation d'indices de végétation. J'expliquerai tout de suite après comment sont construits ces indices de végétation. Vous verrez, c'est très très simple, qui montre sur 3 ans, je crois, de 2016 à 2018, comment évolue cette saisonnalité, cette vague verte que vous connaissez peut-être. Donc là, finalement, c'est le niveau, la quantité de surface de feuilles, que ce soit de l'herbe, que ce soit des feuilles d'arbres, et son évolution saisonnière. Vous voyez ce flux et ce reflux de nord au sud, tel que l'observent les satellites optiques. Ici, c'est le satellite américain MODIS. Je vais vous montrer d'autres courbes. Et donc, cette évolution explique en grande partie les oscillations que vous voyez sur la courbe de Mauna Loa, cette courbe donc, qui montre une tendance. Mais il faut voir que cette tendance, donc c'est un stock. Autour de ce stock, il y a des inspirations et des expirations de la biosphère. Donc avec le satellite, on arrive à parler de flux et on arrive à parler de stock. Je vais m'efforcer de vous montrer ça dans les quelques minutes qui nous restent. Donc voilà, il n'y a pas que les Américains, bien entendu, du côté européen, on a aussi des satellites optiques qui observent depuis pas mal de temps à l'échelle globale et à des résolutions. Donc pour ProbaV, par exemple, qui était le successeur de Spot Végétation, les gens qui sont dans la salle ici, il y a quelques personnes du CNES ont entendu bien parler de ce satellite qui a été suivi par ProbaV. Donc on est passé de la résolution kilométrique avec végétation à la résolution de 300 mètres, voire 100 mètres avec ProbaV, avec grosso modo les mêmes bandes spectrales. Hein. Et puis Sentinel-2 aujourd'hui et Sentinel-3, respectivement à 10 mètres et 300 mètres de résolution. Bon, que voient ces satellites optiques ? Vous avez à droite là une représentation de la signature spectrale
d'une feuille, mais autrement dit de la chlorophylle. Et en gros, l'indice de végétation est basé sur cette grosse marche là que vous voyez qui est entourée en rouge, entre ce qui se passe après le proche infrarouge, là, après au niveau de 0,9 microns, et ce qui va se passer plutôt dans la partie visible, dans la partie tout à fait à gauche de ce qu'on appelle un spectre. Et donc à partir de cette différence de lumière réfléchie, hein, c'est de la lumière réfléchie, une réflectance. C'est-à-dire que la lumière du soleil arrive, il y en a une partie qui est absorbée par le réflecteur et une partie qui est réfléchie, une partie diffusée, mais passons. Et à partir de cette marche d'escalier, on bâtit un indice spectral normalisé, là, le Normalized Difference Vegetation Index, là, que vous voyez en bas au milieu, et c'est sur cet indice de végétation qu'on bâtit la dynamique que vous avez vue tout à l'heure. Je l'ai dit, Sentinelle-2 est arrivé après, à partir de 2016. Là, vous avez ici donc une observation proposée donc par l'Agence spatiale européenne, à laquelle la France contribue. Je vais en dire quelques mots. Là, c'est une image sur Toulouse, qui m'a été confiée par mon collègue du CESBio, Olivier Agol. Donc une image Sentinelle-2 en composition RGB. Donc on utilise les canaux, la composition RGB qu'on utilise pour distribuer différentes bandes spectrales de végétation. En l'occurrence, là, je pense que c'est le bleu et le proche infrarouge pour voir sur le poids vert. Et rouge, vert et le bleu sur le bleu. Voilà, pardon. Donc la revisite de Sentinelle-2, c'est 5 jours. Donc on a une revisite à l'échelle globale, à 10 mètres de résolution, à 5 jours. C'est une sacrée performance. 10 bandes spectrales qui s'étalent entre le bleu et le moyen infrarouge. Je crois aussi qu'il y a du moyen infrarouge, donc jusqu'à 2 microns et quelques. Chose très importante, les données sont gratuites, en libre accès, donc depuis 2016. Le fait d'avoir des séries temporelles sur plusieurs années, ça permet de voir une évolution. Vous voyez ici en 2017, ici en 2021. Bon, un œil habitué vous expliquerait ce qui se passe entre ces 2 années. Un œil pas habitué est capable de voir que là, il y a une grosse différence en 2022. Hein, vous vous souvenez de la sécheresse 2022. Et typiquement, là, on voit l'impact de cette sécheresse traduit à l'échelle d'un territoire qui sont les zones agricoles autour de Toulouse. Alors là, les explications, c'est à la fois tout ce qui est zone enherbée, l'herbe a totalement séché et changé de couleur, donc dans l'optique on le voit. Il y a les pratiques agricoles aussi qui ont différé, les moissons ont été faites plus tôt, les irrigations, pour certaines, étaient arrêtées. Donc on a vraiment un outil de diagnostic de la sensibilité de notre environnement aux conditions météorologiques et donc climatiques. Vous voyez la forêt de Bouconne, là, juste sous la date, entre parenthèses, d'une date sur l'autre. La radiométrie de la forêt de Bouconne n'a pas fondamentalement changé. En tout cas, on voit que dans l'optique, on ne voit pas. D'où l'intérêt de l'infrarouge thermique dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, donc à l'échelle globale, donc à plus forte raison, Sentinelle-2 observe à l'échelle du pays, permet d'avoir des synthèses et exactement de la même façon que ce que je viens de montrer à l'échelle de Toulouse. Ces produits, entre parenthèses, sont distribués par le centre de données du CNES Géode, qui est la contribution du CNES à un effort plus vaste à l'échelle de la France, à l'infrastructure de recherche DataTerra, qui est une émulation de différents organismes de recherche, dont le CNRS, dont l'IRD, et dont le CNES et moult autres organismes. Voilà aussi ce qu'on peut faire avec des séries temporelles optiques. Hein. On a donc la phénologie des végétaux étant spécifique à chacune des espèces. À partir de cette phénologie, de cette évolution temporelle de la couverture foliaire ou de l'indice de végétation, comme vous voulez, on arrive à cartographier donc, et à déterminer les espèces à l'échelle du territoire. On peut le faire à d'autres échelles. Ça, c'est très utile. Ce principe-là est utilisé notamment au niveau de la PAC pour faire des statistiques. En bref, sur l'optique, on voit qu'on a une cascade d'échelles avec deux dimensions importantes. La dimension spatiale, elle saute aux yeux, hein, avec une couverture globale la plupart du temps, à des résolutions spatiales de plus en plus fines. La dernière image que je montre là, c'est le satellite Vénus, un satellite franco-israélien qui illustre donc avec une revisite très très forte à une résolution inférieure à 5 mètres la dynamique qu'on a en mode interjournalier au niveau d'un paysage agricole notamment.
La deuxième dimension, donc, c'est la dimension temporelle qui est aussi illustrée par cette dernière vignette. On l'a vu aussi tout à l'heure sur la courbe de Mauna Loa, et donc avec des observations de plus en plus fréquentes. C'est vraiment le sens de l'histoire dans le domaine de l'observation de la Terre. On va vers des résolutions de plus en plus fréquentes et des résolutions spatiales de plus en plus fines, comme cet exposé va essayer de vous le montrer. Donc ça, c'est une diapo peu élogieuse pour les gens du visible et du proche infrarouge dont je suis issu. Hein. Là, je pense que les radaristes comme Thierry doivent se délecter de voir ça, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Mais voilà, en tout cas, les australopithèques sont plutôt sur le côté gauche. Je ne sais pas s'il faut s'en revendiquer. Moi, je viens de la partie gauche de cette représentation. On va parler tout à l'heure, Thierry va vous parler du radar. Je vais passer un peu vite sur cette diapo parce qu'elle serait complexe, simplement pour vous dire qu'il n'y a pas que l'optique. Jérôme a parlé du LIDAR avec JEDI, c'est utilisé à l'échelle très locale. Il y a aussi, avec les données spectrales, on peut qualifier la santé des forêts. On peut fabriquer aussi des cartes de hauteur des forêts à partir de données Sentinel-1, qui sont des données radar, données Sentinel-2, des données JEDI. Les données Sentinel-1, c'est du radar, ça passe à travers les nuages. Il y a le Space Climate Observatory du CNES, qui a un service très très prisé qui cartographie la déforestation dont a parlé Jérôme tout à l'heure. Et on a des satellites aussi, ça c'est un satellite européen dont le PI, Yanker et CNES, et qui permet non seulement SMOS, c'est Soil Moisture Ocean Sonography, mais Ocean Salinity, pardon, mais ça permet aussi de faire la biomasse et son évolution temporelle depuis la fin des années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Le satellite SMOS a eu 16 ans cette année, et on a donc une caractérisation, une évolution de la biomasse aérienne grâce à ce satellite. L'aspect programmatique, donc là vous avez tous les sentinelles, rassurez-vous, je ne vais pas les passer en revue, simplement pour vous montrer qu'il y en a beaucoup. Dernièrement, on a entendu parler de la CEMIN 2025. La France est sur la deuxième marche du podium européen en tant que contributeur auprès de l'agence, auprès du programme spatial européen. Là, il s'agit des satellites d'un programme d'observation de la Terre européen qui s'appelle Copernicus. Ce programme a différents. Copernicus est un des canaux programmatiques du programme européen. Vous voyez qu'il y en a d'autres. Et cette diapo a le mérite de vous présenter où se situe le CNES par rapport à cette programmation et notre logique, nous, agence spatiale française, par rapport à ce paysage européen. Donc vous avez le canal météorologie avec EUMETSAT. Vous avez Copernicus, dont je viens de parler peut-être un peu trop brièvement, mais je voudrais laisser du temps à Thierry pour faire sa présentation aussi. Et donc, le CNES et le programme, et une partie du programme ESA, ce Earth Explorer, en l'occurrence, duquel est issu le satellite biomasse, sont plutôt sur la partie préparation des missions qui vont être pérennisées dans Copernicus. Et on est plutôt là sur des pathfinders, sur des éclaireurs, des satellites de démonstration qui montrent qui font la preuve que le concept est intéressant et apporte une information utile à la gestion de l'environnement et à la recherche utile pour ce faire. Donc, je vais vous parler maintenant d'un des satellites qui a sur la partie tout à fait à gauche, c'est le satellite Trishna, qui me permet d'évoquer l'aspect infrarouge thermique. Alors, vous avez vu, hein, la feuille au milieu là, ne marque quelque chose dans le visible que si elle est très très stressée. Alors là, c'est une feuille de châtaignier. Il y a du stress. Le stress hydrique n'est pas marqué dans l'optique, il est marqué dans l'infrarouge, tout simplement par un fait très très. Enfin, j'espère que je vais l'expliquer simplement. C'est que une plante, quand elle est stressée, n'est pas capable de transpirer, donc elle chauffe. Et pourquoi elle n'est pas capable de transpirer? Parce que du fait de son stress, les cellules qui composent les pores à la surface de la feuille, qu'on appelle les stomates, sont flétries et ferment la stomate. Donc c'est un phénomène qui est plutôt bien pensé par la nature. En tout cas, c'est l'évolution qui l'a amené comme ça. Donc si on veut voir du stress hydrique sur la végétation, ça ne va pas être avec l'optique à très court terme, ça va être avec le domaine infrarouge thermique. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire avec Trishna dans différents domaines, donc dans l'agriculture, sur les eaux côtières et continentales, sur l'environnement urbain, bien sûr, avec les problèmes sur les îlots de chaleur dont vous avez tous entendu parler et que nous subissons périodiquement, sur la cryosphère,
sur les volcans et sur l'atmosphère. Alors pour résumer, Trishna, c'est un peu l'équivalent de Sentinel-2, c'est-à-dire c'est de la revisite et de la résolution. C'est le premier satellite avec une revisite à 3 jours à 60 mètres de résolution. Il sera lancé en 2027. C'est un partenariat entre le CNES et l'ISRO. J'ai oublié de dire tout à l'heure que dans la colonne tout à fait à gauche, vous avez des satellites donc, que le CNES lance et conçoit. C'est la plupart du temps en partenariat soit avec d'autres agences spatiales. Ici, c'est avec l'agence spatiale indienne. C'est quelquefois avec les États-Unis. Il y a le satellite SWOT, vous connaissez peut-être. C'est un projet CNES-NASA. Et c'est aussi quelquefois avec des partenaires privés. Je vais parler de CO3D très très vite. On a un séminaire de prospective scientifique donc pour alimenter cette colonne de gauche que j'ai montrée tout à l'heure. Lors du dernier séminaire qui a eu lieu en 2024, on a eu 2 missions. Une sur l'hyperspectral, je ne vais pas avoir trop le temps d'en parler, Biodiversity. Une autre qui serait pour proposer de la très haute résolution, de la haute résolution en 4D à 2 mètres dans le visible, en 3D, pardon, je vais y arriver, dans le visible, qui s'appelle For the Earth, et qui serait la suite d'un satellite qui a été lancé cet été, dont je vais parler maintenant, qui s'appelle CO3D. For the Earth, par rapport au CO3D que je vais montrer, ça serait une revisite accrue, un modèle numérique d'élévation des surfaces à l'échelle globale 2 fois par an. En attendant, aujourd'hui, il y a ce satellite CO3D. Alors, il a été lancé le 22 juillet 2025. Ce sont 2 paires de satellites en fait qui fonctionnent. C'est une constellation donc de 4 satellites, 2 paires de satellites vous voyez, qui sont diamétralement opposés par rapport au globe terrestre. Ces 2 satellites permettent de faire un Digital Elevation Model, donc un modèle numérique de surface à 1 mètre de résolution et des images optiques telles que celles que je viens de vous montrer à 50 cm de résolution dans le rouge, dans le vert, dans l'optique donc, et dans le proche infrarouge donc vers 900 nanomètres. Voilà, je passe sur les couvertures. Ce sont les successeurs des satellites Pléiades, des Pléiades Neo et Spot 6-7. Et voilà l'équipe CNES qui a œuvré à ça. Dans cette équipe, vous voyez au premier rang le chef de projet, Laurent Lebègue, auquel nous devons tous les présentations, les slides que vous allez voir maintenant et qui ont été présentés. Alors ça, c'est un scoop. Hier, pour la première fois, aux journées techno et du numérique du CNES qui avait lieu à Compense-Caffarelli, les images que vous allez voir maintenant sont les premières images CO3D qui ont été montrées au public. Et je remercie Laurent et tous mes collègues du CNES qui ont travaillé sur cette mission. C'est absolument extraordinaire. Donc voilà. Voilà ce qu'on voit avec CO3D. Donc là, c'est sur le pic du Midi, hein, un couple stéréoscopique qui vous montre donc avec une paire de satellites simultanément. Donc vous avez une acquisition qui vous donne ces 2 angles et grâce à ces 2 angles, par stéréoscopie, vous reconstruisez un modèle numérique de terrain. Donc là que nous parcourons comme si nous étions un oiseau ou un drone, donc autour du pic du Midi. Alors il y a eu quelques ajouts faits main, notamment le reflet dans le lac, nous a dit Laurent, et l'antenne du pic du Midi. Néanmoins, vous pouvez apprécier la qualité, le caractère spectaculaire de cette présentation. C'est vraiment époustouflant. Donc ces données, le satellite est encore en phase de recette. Les données ensuite vont être, il va y avoir une phase de 18 mois pendant laquelle il y aura des acquisitions prioritaires sur un arc de crise. J'ai pas dit que le satellite c'est un satellite dual, à savoir qu'il est à la fois civil et militaire. Il y aura des acquisitions prioritairement donc, pendant cette période sur la France et sur un arc de crise, on va dire sur le pourtour méditerranéen. Donc voilà pour l'aspect 3D. Voilà maintenant pour l'aspect spectral. Alors là, c'est un zoom. Alors c'est un petit peu moins joli parce que c'est vraiment on zoom au max de ce que le satellite permet sans que l'image soit trop floue. Donc c'est sur Cagliari en Sardaigne, une compo RGB donc d'un carrefour dans lequel vous voyez des structures, des reliefs, des voitures. Et au milieu, ce sont des arbres qu'on distingue très très bien grâce au NIR, donc au proche infrarouge. Et CO3D a vraiment une caractéristique, une qualité sur ce proche infrarouge qui est tout à fait exceptionnelle. Alors, j'espère l'avoir dit tout à l'heure, donc ça c'est une mission qui a été conçue, bâtie en partenariat entre le CNES
et Airbus. Airbus est responsable de la chaîne système et du segment sol, tandis que le CNES est responsable de la qualité image. Les deux logos CNES et Airbus étaient présents sur la première diapo. Ce sont les diapos là que je vous transmets telles qu'elles ont été présentées hier. En tout cas, vraiment, là, on est là aussi sur une mission duale, comme je disais tout à l'heure. Le CNES d'un côté et Airbus de l'autre. Un partenariat donc public-privé. Une autre image urbaine, cette fois-ci sur le Vatican, donc à Rome, en RGB. Vous voyez ici les détails. Parmi les modes d'acquisition de CO3D, il y a un mode cinématique, et grâce à un des pointages qui permet de compter les photons, d'intégrer un peu plus longtemps, ce qui permet d'avoir des images tout à fait exceptionnelles sur l'éclairage urbain pendant la nuit. Et pour finir, donc là c'est dommage si le mode cinématique ne s'active pas. Si vous l'avez, en tout cas vous l'avez sur la partie gauche et vous l'avez aussi sur la partie droite. Donc le fait d'avoir, pour les mêmes raisons, à savoir ses capacités de dépointage, on peut passer en mode cinématique. Donc ce sont des images à 5 Hz, là, donc 5 images par seconde. Et on peut voir des phénomènes de déplacement. À gauche, un panache de fumée, à droite, des trains de vagues qui arrivent donc sur les îles Fidji. Sachez que ces trains de vagues sont très utiles pour inverser la bathymétrie. Et l'inversion de la bathymétrie, c'est très utile pour savoir comment les surfaces et le littoral peuvent résister à l'énergie mécanique qui nous arrive de la houle et des tempêtes. Donc, nous adapter au changement climatique et à l'intensification des événements extrêmes. Voilà. J'arrête là. Donc, c'est ma dernière diapo. J'espère que j'ai laissé un peu de temps à mon camarade Thierry. Voilà, en résumé, on a tout ça, des missions sur les flux, des missions sur les stocks. Biomasse est du côté des stocks, vous l'aurez compris depuis tout à l'heure. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Thierry avec mes excuses sur le temps restant. J'ai fait de mon mieux. Bonjour, moi je suis l'invité surprise. Donc voilà, je m'appelle Thierry Collec, je travaille au CNES, je suis un expert en imagerie radar. Et du coup, je vais vous parler de biomasse. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ce projet-là. Donc le temps que je lance ma présentation, voilà. Donc ça fonctionne, voilà. Donc biomasse, en fait, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne, comme ça a été indiqué par Philippe, qui a été lancée le 29 avril 2025 depuis Kourou sur un petit lanceur Vega C. Et c'est une mission qui est dédiée à l'étude des forêts tropicales, essentiellement mondiales, donc à l'échelle globale. Son objectif scientifique, c'est d'estimer la biomasse forestière de manière globale, la hauteur des forêts et les perturbations. Ce sont les 3 produits que Biomasse est censé sortir dans son projet pour répondre à tout un tas de questions scientifiques que Jérôme a présentées. Donc on doit faire des estimations globales de ces 3 produits, d'accord, biomasse, hauteur et les perturbations, de manière répétée pendant plusieurs années pour identifier la déforestation, la repousse et les modifications des stocks de carbone. Le moyen de faire ça, en fait, c'était d'utiliser un satellite radar qui est dédié à ce type d'application. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'est un satellite radar et comment ça fonctionne. On va revenir rapidement sur qu'est-ce qu'une onde électromagnétique, parce qu'un radar est basé sur une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique, c'est une onde qui est définie par une fréquence ou une longueur d'onde, une puissance et une polarisation. C'est la façon dont l'onde est orientée. Voilà. Donc je vais très vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai que 10 minutes. Et ces ondes électromagnétiques, elles ont la bonne idée de se propager dans l'atmosphère, de se propager au travers des nuages, et ainsi de pouvoir interagir depuis l'espace sur la Terre. Sur le milieu terrestre, sur l'objet qu'elle regarde. Et une partie de cette onde-là va être réfléchie par la Terre, revenir vers le radar, et le radar va venir enregistrer ce signal qui revient. Donc, le radar, voici comment il fonctionne. On a le radar qui va émettre cette onde électromagnétique dans une fréquence donnée, dans une direction donnée avec une certaine polarisation. L'onde va se propager, elle va mettre à peu près 3 millisecondes pour se propager jusqu'au sol. Elle va interagir avec le milieu et une toute petite partie de ce signal-là va revenir vers le radar. Et le radar, il va venir capter ce petit signal et l'enregistrer dans le temps. Et il va réémettre un signal, encore.
cette onde va se propager et il va faire des mesures comme ça. Et il va envoyer plein d'impulsions comme ça, et le radar va venir mesurer ça. Et en mesurant le rapport entre la puissance qui est émise et la puissance qui est reçue, au niveau du radar, on va définir ce qu'on appelle un coefficient de rétrodiffusion. C'est la capacité de la cible qui est regardée, qui est observée par le radar, à renvoyer une onde, et c'est ça qu'on va enregistrer. Et c'est ça qu'un radar mesure. Donc vous allez me dire, on est bien loin de la biomasse là-dedans. On mesure juste un écho de l'onde électromagnétique, et à partir de ça, on va devoir s'amuser. Donc là, c'est une image juste pour illustrer qu'est-ce que c'est qu'une image radar, parce qu'en fait, avec ça, on va faire des images. Juste là, ici, on a une image de Sentinelle-2, donc une image optique sur la Guyane, c'est la ville de Cayenne. Donc on voit bien l'eau, on voit la végétation, la forêt, on voit la ville, on voit des pixels blancs partout. Ce n'est pas de la neige, hein, ce sont bien des nuages. Et la même image prise quasiment le même jour, c'est le lendemain, avec un radar. Donc ça, c'est Sentinelle-1, ce n'est pas biomasse. Voilà ce que ça donne. Donc là, on comprend tout de suite l'intérêt du radar, c'est qu'il est capable de faire des images, quelle que soit la couverture nuageuse. Voilà. Donc ça, c'est un énorme intérêt dans les zones tropicales où on a une couverture nuageuse qui est très régulière. Et il n'est pas rare il est extrêmement difficile d'avoir dans ces zones-là des images optiques qui sont sans nuages. Le radar, lui, permet de faire des mesures tout temps, jour comme de nuit. Tout simplement parce qu'il émet lui-même sa propre énergie pour venir imager la surface que l'on veut regarder. Donc je vais extrêmement vite. Le radar, il est défini par une fréquence. C'est la fréquence de l'onde qu'il va émettre. En radar, on a l'habitude d'utiliser différentes bandes de fréquences qu'on appelle bande X, bande C, bande L. Vous avez peut-être entendu ces noms-là. En fait, correspondent à des fréquences différentes. Bande X, 10 GHz, bande C, 5 GHz, bande L, 1,5 GHz. Pourquoi on va utiliser différents types de fréquences ? Mais en fait, quand une onde électromagnétique va interagir avec un milieu, là, typiquement une forêt, on va avoir un phénomène de pénétration qui va être plus ou moins important en fonction de la bande de fréquence. Quand on va travailler à haute fréquence, typiquement en bande X à 10 GHz, l'onde va pénétrer très peu dans la forêt. On va voir vraiment le sommet de la forêt parce que l'onde va interagir avec les feuilles. Parce que les feuilles sont de la taille de la longueur d'onde de l'onde. Donc la physique montre que l'onde va interagir avec ces milieux-là. Donc elle va être très vite absorbée et elle ne va pas voir les branches, elle ne va pas voir les troncs, parce que l'onde va être absorbée par les feuilles. Donc c'est extrêmement bien quand on veut regarder vraiment le sommet de la canopée, ainsi de suite. Mais nous, si on s'intéresse à la biomasse, ce n'est pas idéal. Parce que si l'onde n'interagit pas avec les troncs et les branches, le signal réfléchi n'aura pas d'informations là-dessus. Donc on va travailler à plus basse fréquence. Donc la fréquence la plus basse jusqu'à peu utilisable en radar, c'est la bande L, 1,5 giga. Donc c'est un satellite japonais qui avait cette fréquence-là. Par exemple, il n'y a pas que celui-là, il y en a un autre. Mais je vais parler d'Alos 2. On a une propagation de l'onde dans l'intérieur d'une forêt qui est de l'ordre de la dizaine de mètres, 20 mètres si la forêt n'est pas trop dense. Dans les forêts tropicales, on a des stocks de biomasse assez importants. On a beaucoup de branches, beaucoup de troncs, beaucoup de feuilles qui contiennent beaucoup d'eau. Et là, l'onde, même en bande L, elle pénètre pas suffisamment pour aller voir la totalité du tronc de l'arbre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans ? L'idée, c'était, OK, on va aller voir, on va descendre encore plus bas en fréquence et on va, du coup, augmenter le pouvoir pénétrant de l'onde. Et c'est là que l'on a fait le satellite biomasse qui fonctionne, lui, en bande de P. On a descendu d'un rapport 3 la fréquence. Et biomasse, lui, il va fonctionner à 435 MHz, donc on est beaucoup plus bas que les satellites actuels, pour cette raison-là, parce qu'on a besoin de pénétrer dans le milieu. Biomasse, c'est un satellite qui est polarimétrique. Donc ça, c'est une capacité de plus du satellite, d'un satellite radar. Tous les satellites radars ne sont pas polarimétriques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une onde électromagnétique, elle est polarisée. C'est-à-dire qu'elle va être orientée soit en horizontale, soit en verticale. C'est le champ électrique. Il peut faire comme ça ou il peut faire comme ça. Pourquoi on fait ça ? C'est parce que l'interaction d'une onde par rapport à un milieu, elle va dépendre de la polarisation. Quand je vais avoir une polarisation qui est verticale, je vais voir certains objets. Quand elle est verticale, je vais voir d'autres objets. Je vais pouvoir séparer la réponse du radar en fonction du type d'objet, la structure de l'objet que je regarde. Donc biomasse, lui, il va faire des mesures polarimétriques, qui va faire différentes mesures dans différentes polarisations.
Et Biomass, lui, va faire, au lieu de faire une seule image, comme peut le faire un satellite assez basique, radar, il va faire 4 images simultanées. 4 images dans différentes polarisations. Il va émettre une onde polarisée horizontale et il va écouter le signal qui revient dans la polarisation horizontale, mais aussi verticale. Donc il va faire 2 images qu'on appelle HH et HV. Juste après, il va renvoyer une impulsion dans une polarisation verticale et il va capter le signal qui revient dans la polarisation horizontale et verticale. Donc il va faire 2 nouvelles images. Donc au final, il va faire de manière simultanée 4 images dans des polarisations différentes. Et ça va nous servir pour déduire des structures sur l'objet que l'on regarde. Voilà. Et ces structures-là, c'est quoi ? On va pouvoir séparer, grâce à cette information polarimétrique, la façon dont l'onde interagit avec le milieu. Donc, en gros, on va séparer 3 types de phénomènes, 3 types d'interactions. La première, ce qu'on appelle les interactions simples. C'est quand l'onde, elle va faire qu'un seul rebond ou qu'une seule diffusion. D'accord ? Typiquement, un effet de sol. L'onde, elle va se réfléchir sur le sol. C'est ce qu'on voit dans la partie droite de l'image, la partie gauche de l'image. Donc là, on va, grâce à la polarisation, à la polarimétrie, on va être capable de voir les endroits où on va voir ce type de signature. Le deuxième mécanisme de rétrodiffusion que l'on va pouvoir interpréter avec la polarimétrie, c'est tout ce qui est double réflexion. D'accord ? Des réflexions, par exemple, entre un sol et un mur, mais également entre un sol et un tronc. D'accord ? C'est ce point-là. Donc on va pouvoir le séparer des mécanismes simples. Et le troisième mécanisme qu'on va pouvoir séparer dans le signal radar polarimétrique, c'est tout ce qui est diffusion de volume. C'est-à-dire, c'est dans un volume, quand on a tout un tas de petites cibles qui vont venir renvoyer le signal vers le radar. Et là, typiquement, les petites branches et les troncs. Donc, toutes ces informations-là vont nous permettre de mieux interpréter le signal radar pour pouvoir adresser le problème de la biomasse. Parce qu'un arbre, une forêt, est quelque chose de volumique dont les structures sont très importantes. On a des aspects troncs, donc des structures verticales par rapport au sol, on a le sol sous la forêt, et on a tout un tas de diffuseurs volumiques dans la partie canopée. Donc voilà pourquoi biomasse est un système polarimétrique qu'on appelle pulsar, parce qu'on va avoir besoin d'extraire toutes ces informations pour amener de la richesse au signal. Donc le satellite biomasse, en gros, du coup, pour répondre à ce besoin scientifique, il va travailler à basse fréquence, donc 435 MHz, pour pouvoir avoir un système pénétrant. Il va utiliser des techniques radar avancées, la polarimétrie, mais pas seulement. Il va être capable de faire de l'interférométrie, je n'ai pas trop le temps d'y rentrer dedans, et de la tomographie. Pour la première fois au monde, on va avoir un satellite qui fait la tomographie. Tomographie, je vais y revenir un petit peu après, mais c'est de l'imagerie 3D. Il va permettre de voir des structures en 3 dimensions de la forêt. Donc voilà, je passe un petit peu. Donc ça, c'est une image bande P, donc dans la même bande que Biomass, aéroportée sur la ville de Guyane. Et bon, je vais passer les vidéos parce qu'on n'a pas le temps. Je voudrais qu'on ait des discussions, mais je vais du coup passer un peu vite les vidéos. Je ne vais même pas vous les montrer d'ailleurs. Donc comment marche Biomass ? Je vais le passer. On va aller directement aux données. Si je voulais vous montrer un petit peu l'antenne quand même. Biomass, il a une antenne, comme il travaille à basse fréquence, il a une antenne qui est gigantesque. Elle fait 12 mètres de diamètre. Une antenne de 12 mètres de diamètre, ça fait une antenne dont la surface, elle fait plus de 110 mètres carrés. Donc un bel appartement. Voilà. Et Biomass, ben, en fait, la grosse difficulté du projet, c'était de le rentrer sur le satellite, une antenne de cette grande taille, et de pouvoir la déployer dans l'espace. Donc là, c'est une vidéo qui montre comment cette antenne s'est déployée. Et il faut avouer que c'était un gros risque dans la mission que cette antenne ne se déploie pas. Parce qu'un radar sans antenne, ça ne marche pas très très bien. Et là, c'était un énorme challenge. Donc là, ça a pris plusieurs jours de déployer l'antenne. Et ce qu'on voit sur la vidéo, c'est assez intéressant parce que l'antenne étant tellement grande, quand elle se déploie, on a tout le satellite qui bouge. Vous voyez ? Voilà. Et au final, on a cette énorme antenne. Donc je disais 12 mètres de diamètre dans l'ouverture, plus de 110 mètres carrés de surface. Et c'est lié au fait qu'on travaille à basse fréquence. Biomass est le premier satellite au monde, le premier radar au monde à travailler à cette bande de fréquence. Donc on a tout à découvrir là-dessus. Tout à découvrir en termes de qu'est-ce qu'on va voir dans les données et comment on va utiliser ces données-là pour extraire les 3 produits de la mission, à savoir la biomasse, la hauteur et
les modifications, les changements. Donc voici la première image qui est descendue du satellite Biomasse. Donc c'est une image du Brésil, dans la forêt amazonienne. Et les couleurs, elles vont représenter les différents canaux polarimétriques. Donc les couleurs bleues indiquent tout ce qui est interaction simple. Les couleurs rouges, tout ce qui est interaction double, typiquement les échos sol-tronc, des choses comme ça. Et le vert, c'est tout ce qui est volumique, partout où on a des branchages, des feuilles, ainsi de suite. Donc maintenant, reste à analyser cette image-là pour la transformer en biomasse, en hauteur, et ensuite, en regardant différentes dates, de sortir le troisième produit, qui est le produit changement. Donc je vous montre quelques images ici. Donc une belle image en Bolivie vue par biomasse. Donc on voit très bien les petits fleuves avec tous ces méandres. On voit toutes les petites zones d'eau qu'il y a tout autour. Et ensuite on voit des couleurs différentes. On voit du bleu. Le bleu, je vous rappelle, c'est tout ce qui est interaction simple, des effets de rebond simples. Et le vert, c'est tout ce qui est volumique. Donc partout où on a une végétation relativement dense. Et le rouge, c'est tout ce qui est diffusion double, des effets de sol. Et quand on regarde dans une zone verte et dans une zone bleue, en optique, voilà ce que l'on a. Donc on a bien, dans la zone verte, une forêt dense, et dans la zone plutôt bleue, on a une végétation qui est beaucoup plus légère, où on va beaucoup plus voir le sol. Voilà, ça, c'est l'interprétation de l'image. Donc là, une belle image optique Sentinelle-2, et normalement, on doit avoir un petit changement avec une image radar biomasse. Donc les couleurs, il faut imaginer, sur une image radar, n'ont pas de sens comme nous. Là, on a représenté en vert la végétation, mais ce n'est pas ce que ça représente. Ça représente une diffusion de volume. Donc l'interprétation d'une image radar est beaucoup plus complexe que l'interprétation d'une image optique. Voilà, c'est une autre image au Gabon. Là, on voit tout un tas de petits détails. Donc on a une rivière au milieu, et on voit la topographie de cette zone-là. Là, c'est une zone qui a plein de petites collines, qui apparaît très clairement sur du radar. Une autre belle image en Indonésie, pareil. Donc là, on voit un volcan. D'ailleurs, quand on voit le volcan, on voit une géométrie qui est très très particulière. Le volcan semble un petit peu déformé. Ça, c'est inhérent à l'imagerie radar. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais l'imagerie radar a une géométrie qui est assez particulière et assez complexe à interpréter. Maintenant, là, je vous ai montré des belles images, mais comment on fait pour interpréter la biomasse, pour estimer la biomasse, parce que c'est quand même l'objectif de la mission. Et en fait, il y a eu beaucoup d'études avant pour dimensionner le système, et où on a regardé quel était le lien entre la rétrodiffusion, la puissance qui est renvoyée vers le radar, à la biomasse. Et en fait, on se rend compte que l'on a une courbe qui est une dépendance comme ça, comme vous voyez, une courbe de ce type-là, et qui va venir saturer cette courbe-là à partir d'une certaine biomasse, une certaine valeur de biomasse. Et on voit donc du coup qu'à partir d'une densité de forêt, une biomasse relativement élevée, le signal radar ne va plus trop changer. Et c'est là tout l'intérêt de la bande de P, parce que cette courbe-là, elle commence à avoir un plateau à des biomasses qui sont assez élevées, de l'ordre de 600 tonnes par hectare. En bande L, avec les satellites existants, cette saturation, elle arrivait à peu près à 100 tonnes par hectare. Donc ça veut dire qu'au-delà de 100 tonnes par hectare, on n'avait plus de sensibilité. Et biomasse, c'est là qu'il apporte son intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir un signal qui va dépendre de la biomasse sur une large gamme de biomasse. Maintenant, cette courbe-là, comment on la connaît? Vous avez vu que je n'ai pas mis d'unité. Mais en fait, on va avoir besoin de données terrain pour venir mesurer, pour venir estimer cette courbe-là sur des zones que l'on connaît. Donc des sites de calibration où on a mesuré de manière précise la biomasse au sol. Ça, c'est le programme géotrique qu'a montré Jérôme. On va passer avec le radar dessus, on va définir ces courbes-là, et ensuite on pourra appliquer ces courbes partout pour propager, pour transformer à l'inverse le signal radar en biomasse. Voilà comment ça va se passer. Ensuite, on va pouvoir utiliser biomasse en mode interférométrique. Donc l'interférométrie permet de mesurer des hauteurs. Donc là, je vais aller très vite, je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de temps. Et avec biomasse, avec 2 passes successives de la même zone, des passes qu'on va faire avec un petit décalage, on va pouvoir venir estimer la hauteur des forêts de manière assez précise. Pour ça, on a besoin de 2 acquisitions assez proches dans le temps pour que la forêt ne change pas entre les 2 mesures. Et enfin, une technique qui est très novatrice, puisque c'est la première fois qu'on l'utilisera depuis l'espace, c'est la tomographie.
La tomographie va permettre, à partir de plusieurs images prises avec un petit décalage, hein, de faire des images radar à différentes hauteurs. Une image qui montre tous les effets qui sont au niveau du sol, à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres, à 40 mètres. Et ainsi avoir une vue en 3D de la structure verticale de la forêt. Ça, on peut le faire parce qu'on est en bande P, que l'onde pénètre jusqu'au sol et que l'on a une capacité, qu'on a un système qui est polarimétrique. Voilà. Donc c'est toute la complexité du satellite biomasse, avec toutes ces techniques avancées, qui va nous permettre d'avoir une vision tridimensionnelle de la structure de la forêt. Et ça va nous aider considérablement pour estimer la biomasse avec la meilleure qualité possible. Je vais arrêter. Je ne vais pas vous montrer encore cette présentation. Je n'ai pas le temps. Je préfère qu'on ait des petites discussions. Donc maintenant, où en est Biomasse ? Biomasse est parti au mois d'avril. Là, on en est encore en phase de calibration des images, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé à inverser les images pour sortir des cartes de biomasse. Le satellite est en bonne santé. On fabrique de belles images, comme vous avez vu tout à l'heure. Maintenant, on a démarré il y a quelques semaines le début de l'acquisition globale de la Terre, parce que pendant 18 mois, le satellite va tourner autour de la Terre pour faire une image globale de la Terre. Et ensuite, il passera dans un mode un petit peu plus simplifié, où il imagera la Terre tous les 8 mois à peu près. Voilà. Donc maintenant, on va voir les données. Les données vont être disponibles d'ici le mois de janvier. Et en fait, c'est d'où le titre de cette planche-là, c'est que l'aventure, en fait, elle démarre vraiment maintenant. C'est maintenant que l'on va avoir ces nouvelles données que l'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant, données radar, et qu'on va devoir transformer en biomasse, en hauteur, pour fournir de l'information aux scientifiques qui s'occupent du cycle du carbone. Voilà, je vous remercie. Merci, on va avoir un petit... On va peut-être avoir un petit moment pour les questions, et puis je voudrais que Philippe aussi vienne pour nous présenter les activités futures de notre association. J'en profite pour dire quand même un petit mot de Thuy Le Tohan, une scientifique du CESBio, qui en même temps a d'autres activités, et qui est la scientifique qui a eu l'idée de ce satellite. Et je crois qu'on lui doit beaucoup. Vous-même, vous vouliez en parler. Merci, Thuy. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on passe aux questions d'abord, ou Philippe, tu nous fais la présentation du futur? Questions d'abord. Alors, si vous avez des questions, il y a des micros qui circulent sur les côtés. Alors, qui a un micro, là? Oui, j'ai une question. François, il est par là. J'avais souvenir qu'il y avait énormément de perturbateurs en bande P, principalement sur la côte américaine, avec tous les radars qui sont plutôt des radars de défense, contre missiles et autres. Comment est-ce que vous avez pu vous affranchir de ce problème? En fait, on ne s'en est pas franchi. Le radar biomasse fonctionne en bande P, et la bande P, c'est une nouvelle bande qui est autorisée pour l'observation de la Terre depuis 2005, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de système avant. Et on est en utilisation secondaire sur cette bande de fréquence, et les utilisateurs primaires sont le système de détection avancé de décollage de missiles. Donc quand on est arrivé avec biomasse, qu'on a dit, nous, on voudrait imager toute la Terre, on nous a dit non. Voilà. Est-ce que c'est négociable? Non, ce n'est pas négociable. Donc, en fait, ce biomasse ne va pas imager toute la Terre. Il va imager les endroits où il n'y a pas de radar de détection avancé de décollage de missiles. En gros, l'Amérique du Sud, l'Afrique, sauf l'Afrique du Nord, et a priori, et de l'Asie, une bonne partie de l'Asie. Voilà. Donc, on n'aura pas d'image sur l'Europe, on n'aura pas d'image sur l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. J'ai une question par rapport aux deux premières interventions. 1850 à maintenant, plus 1 degré d'augmentation de température. Et vous avez cité
En 2050, plus 2, c'est cumulatif. On arrive à plus 3,5. Merci pour votre question. Non, non, c'est plus 2 prédit en 2050 par rapport au référentiel de 1850. C'est-à-dire on est déjà à 1,5, mais on va arriver à 2 degrés maintenant, c'est dans 25 ans. En tout cas, c'est ce que les modèles prédisent. Bonsoir. C'est bon? Merci beaucoup pour cette présentation et pour votre travail de veilleur quelque part sur l'équilibre de la Terre. Je voulais savoir si vous étiez informé de ce qui se passe un petit peu au niveau national, au niveau des forêts, avec des panneaux solaires qui remplacent nos forêts. Donc moi, je suis pour l'évolution, les nouvelles technologies, en particulier les énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, je voulais savoir si vous observez ces taches noires vues de l'espace et savoir aussi comment on peut faire pour protéger nos forêts concrètement, quels sont les outils légaux et est-ce que vous prenez un petit peu position sur ces questions-là? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Les panneaux solaires sont en train de se déployer un peu partout, surtout sur les friches près des villes, quand même. Il y a beaucoup de 1000 hectares de forêt dans les Landes, pour répéter ce que Madame vient de dire. Donc, comme j'ai dit, il y a 17 millions d'hectares de forêt en France. Donc, c'est effectivement des phénomènes qui sont en train de se mettre en place. On a besoin de plus d'électricité, donc il y a ces transitions. Naturellement, il faut les suivre, il faut voir l'impact. Donc la prise de position, c'est que couper la forêt, je ne pense pas que ça fasse plaisir à grand monde. Donc c'est un point. Notre métier, je pense, c'est d'observer ces changements et de les documenter pour que le grand public soit au courant de ça. Avec les outils qui ont été présentés, en particulier par Philippe, on a une précision qui est assez incroyable, puisque maintenant on parle de 10 mètres de résolution, voire du mètre de résolution. Donc on les voit, les panneaux solaires. Et ça, c'est un phénomène qui est important. Prendre la décision d'interdire ce genre de pratique ou pas, ça appartient pas aux scientifiques, ça appartient d'abord aux citoyens et au pouvoir politique. Mais par contre, le fait qui est nouveau, c'est que maintenant on peut les voir quasiment en temps réel, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, on a de nouvelles cartes qui nous permettent d'observer ce qui se passe et des changements. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui. Il y a une question ici, là. Oui. Juste un complément. L'INRAE a fait une étude par rapport au photovoltaïque et son usage en agriculture, en agroforesterie. C'est pas systématiquement négatif. Il y a des points de fonctionnement, des points d'utilisation du photovoltaïque qui permettent, dans certaines configurations très spécifiques, d'optimiser le rendement des arbres sans perdre trop d'eau. Enfin, il y a un effet parasol, hein. Il y a un effet ombrelle. Et l'INRAE, encore une fois, l'Institut national de recherche agronomie et pour l'environnement, a publié une étude là-dessus. On la trouve, je pense, assez facilement sur Internet, si vous voulez. Et je confirme ce que vient de dire Jérôme. Les satellites sont tout à fait capables d'identifier les panneaux photovoltaïques. Oui, la biomasse, c'est aussi ce qu'il y a dans le sol. Vos satellites sont-ils capables, directement ou indirectement, d'étudier la quantité de carbone fixée dans l'humus des sols? Merci beaucoup, c'est une excellente question, parce qu'effectivement, nous sommes complètement aveugles à cette partie de l'écosystème qui est toute la partie souterraine. Donc la réponse simple, c'est que non, biomasse n'est pas capable de voir ce qu'il y a sous les sols, ou peu capable. Il est capable quand même de détecter, de sentir par exemple dans les parties désertiques du monde, de détecter un peu sous le sol, et quelques mètres même, je parle sous le contrôle de Thierry. Donc ça peut être intéressant pour des applications qui ne sont pas forcément celles du stock de carbone, mais pour faire de l'archéologie à des échelles incroyables, un aparté. Mais par contre, on est complètement incapable de mesurer la concentration de carbone dans les sols. Et c'est très important, que ce soit les sols forestiers ou les sols agricoles. Donc, raison de plus de ne pas seulement s'appuyer sur ces outils-là et de continuer à faire des suivis
des stocks de carbone sur le terrain. Parce que là, on est capable, par contre, de faire un trou dans le sol et de mesurer la concentration de carbone. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. À l'échelle française, il y a une mission nationale de stock de carbone dans le sol qui permettent de faire des cartographies très précises, finalement, dans les milieux agricoles à nouveau et dans les milieux forestiers, et qui durent depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Une petite question, là. Merci pour la présentation qui est passionnante, hein. C'est un exploit technique. Je voudrais revenir sur l'interdiction de prise de vue, là, parce que je n'ai pas bien compris de qui elle venait. Et pour répondre à la question sur les panneaux solaires, est-ce que la France va être survolée par cet engin ou pas? Donc, biomasse, en fait, on n'a pas le droit d'émettre sur ces zones-là, c'est réglementaire. L'utilisation des fréquences dans le spectre électromagnétique, il est régulé par une institution internationale, l'ITU, qui affecte à des fréquences des applications. Et l'observation de la Terre dans cette bande de fréquences, elle est en application dite secondaire. C'est-à-dire qu'on a le droit d'émettre si on ne gêne pas les applications qui sont primaires. Voilà. Et ça, c'est réglementaire. Donc on est obligé de s'y plier à ça. C'est pour ça que le biomasse, lui, va fonctionner sur les zones où on ne va pas gêner, voilà, qui sont l'Amérique du Sud, une bonne partie de l'Asie et l'Afrique. Pour compléter la réponse plus directement, l'entité qui nous interdit de faire des imageries, c'est le département de la Défense américain. Alors, en 2017-2018, l'Agence spatiale européenne a essayé de négocier avec la NASA et avec le département de la Défense. C'était en bonne voie en 2020, 2021. Puis en 2022, comme vous pouvez l'imaginer, plus personne n'a essayé de discuter de ça. Malheureusement, ça veut dire que concrètement, le satellite continue à survoler, mais il ne prend pas d'image sur ces zones-là parce qu'il n'a pas le droit, comme l'a dit Thierry. Juste, il y avait quand même une question qu'elle n'a pas répondu, pas une question, un complément, c'était sur la France. Il y a un radar en fait, de ce type-là en Angleterre. Comme les portées de ces radars-là, c'est 4000 km, il n'y aura donc pas d'image de biomasse sur la France, sur l'Europe même. Bonsoir, merci. En fait, j'ai plein de questions, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Du coup, merci pour les présentations. En fait, c'était savoir si à la fois CO3D et biomasse allaient permettre enfin de discriminer le fameux débat sur est-ce que les vieux arbres absorbent plus de CO2 qu'un millier d'arbres plantés, comme on nous vend dans les villes et nos métropoles. Sachant aussi, est-ce que ça pourra discriminer le pouvoir d'absorption entre les conifères et les feuillus? Là, on parlait de la forêt des Landes et en fait, c'est tout. La dernière question, c'était biomasse complète CO3D et le proche infrarouge, ou c'est vraiment biomasse qui va déterminer la capacité d'absorption des forêts donc tropicales et celle qu'on peut imager. Alors, je vais essayer de reformuler pour prouver que en espérant que j'ai bien entendu la question, et Jérôme complétera. Alors, sur la capacité de biomasse et de CO3D à distinguer les arbres, la résolution de biomasse, je ne pense pas qu'elle le permette. Hein, tu me dis, Thierry. Je ne pense pas que la résolution de biomasse permette de pratiquer l'individuation à l'échelle de l'arbre. Alors, donc, a priori, on ne peut pas savoir si telle ou telle espèce avec biomasse absorbe plus ou moins de carbone. Avec CO3D, on va identifier l'individu,
l'échelle donc d'un arbre. Quant à savoir sa capacité et son niveau de fonctionnement en termes d'évapotranspiration, en termes de photosynthèse, je vais donner la parole aux spécialistes. On a des informations spectrales avec CO3D. Elles risquent de ne pas suffire. Il faudra y adjoindre d'autres informations, comme le thermique, comme je l'ai présenté. Il faudra aussi donc modéliser un petit peu tout ça. Le spatial à lui tout seul ne va pas dire si un arbre absorbe. Ce que le spatial peut faire, par contre, c'est de par l'évolution, mais sur un temps un peu plus long de la morphologie, de dire s'il y a une augmentation du volume et donc du stock. Mais je pense que Jérôme a des informations complémentaires ou plus précises par rapport à ça. Tu me fais trop confiance. Une des questions très intéressantes, c'est la première que vous avez posée. Merci vraiment pour cette question. Est-ce qu'on stocke plus de carbone dans les gros arbres ou dans les petits arbres? En fait, c'est une question qui est complexe dans le sens où c'est sûr qu'une forêt qui est jeune, elle va accumuler beaucoup plus de carbone par unité de temps. Le flux de puits va être plus important. Mais par contre, en termes de stock, ce qu'on a notre compte en banque en termes de carbone, il est plus important dans les forêts matures. Donc la question, elle est toujours la question, est-ce qu'on veut stocker beaucoup de carbone dans la durée ou est-ce qu'on veut avoir des flux qui sont très importants? Et les forestiers ont répondu à cette question très clairement. Ils préfèrent avoir des forêts qui restent relativement jeunes et coupées au moment où la productivité commence à saturer. Ce n'est pas la peine d'attendre 200 ans pour couper une forêt de production. Ça n'a aucun intérêt pour un forestier. Donc, pour répondre à votre question, pour le débat entre un très gros arbre ou 1000 tout petits, il n'y a pas vraiment de débat. C'est vrai que les 1000 arbres, ils vont accumuler beaucoup plus de carbone sur des échelles de temps très courtes, typiquement 5 à 10 ans. Mais si on veut arriver au stock de carbone d'un très gros arbre, il faut attendre une centaine d'années. Voilà. À côté de ces enjeux purement numériques et quantitatifs, la valeur d'un vieux chêne, en termes d'intérêt émotionnel, personnel et autres, n'a rien à voir avec une plantation de peupliers qui a 3 ans d'âge. Donc ça aussi, c'est un facteur qui est important, en particulier dans les milieux urbains, dans les villes, ou dans les milieux périurbains, ou dans vos jardins. Mais ça, je ne vous apprends rien. Et par contre, effectivement, à très haute résolution spatiale, à moins d'1 mètre de résolution, on peut tout à fait imaginer avec CO3D distinguer des caractéristiques des couronnes d'arbres qui soient différentes pour les feuillus et pour les conifères. Savoir si on peut distinguer, par exemple, un pin ou un épicéa, c'est moins clair. Donc on ne peut pas forcément distinguer les essences, toutes les essences françaises. Mais par contre, on pourra très, très clairement distinguer des forêts de feuillus ou des forêts conifères. Ça, c'est chouette. Merci, je crois qu'on va être obligé d'arrêter les questions pour des questions de timing. Je vous signale que si vous voulez revoir ces conférences, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de la Cité de l'Espace. Il faut entendre un petit délai, mais ça devrait arriver. S'il vous plaît, j'avais encore une question. Question ? Oui. Excusez-moi, c'est là. Bon, donc, j'ai une question. Donc, c'est dommage de ne pas avoir eu plus de temps pour présenter la physique de la mesure. Et j'aurais aimé savoir si le signal était sensible au contenu hydrique, enfin donc à l'humidité des sols et de la végétation. Et est-ce que ça fait partie des paramètres qui seront restitués aussi par la mission? Et donc, aussi une question qui concerne un peu la précision sur les produits, la précision attendue sur la biomasse. Il y a eu des études préparatoires avec des capteurs aéroportés, je crois. Et donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'ont révélé ces études quant à la précision qu'on peut attendre des mesures de biomasse? Donc, je vais commencer à répondre sur la précision. Donc, l'objectif de la mission, c'est de fournir des produits de biomasse aérienne. Je pourrais rebondir un peu sur la remarque tout à l'heure. Donc, on estime la biomasse aérienne avec une précision de 20%. Voilà, ça c'est l'objectif scientifique. Est-ce qu'on y arrivera? On pense que oui. Maintenant, il reste à le prouver qu'on y arrive. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et ensuite, la question, c'était sur l'humidité. Alors, le radar est extrêmement sensible à l'humidité. Donc, effectivement, l'humidité, pour l'instant, dans notre cas, est
plutôt un élément qu'on va essayer d'enlever de la donnée, puisqu'on essaie de voir dans un signal la partie fixe dans le temps, et l'humidité, elle dépend beaucoup. Est-ce qu'il y a eu la pluie avant? Elle dépend de la saison, ainsi de suite. Donc c'est plutôt pour nous quelque chose de gênant. Ensuite, quand on aura les données, on pourra du coup avoir une estimation de cette humidité-là. Le problème, c'est que Biomass, il ne va pas avoir une revisite temporelle élevée, puisqu'il va mettre 18 mois pour avoir une mesure, une couverture globale de la Terre, et ensuite il aura une couverture globale de la Terre tous les 7-8 mois. Voilà. Donc en termes d'intérêt scientifique, d'avoir une mesure d'humidité à cette échelle, à ce rythme temporel, c'est pas forcément très, très intéressant. Voilà. Mais oui, le radar est extrêmement sensible à l'humidité. Bon, désolé de vous brider un peu sur les questions, là, mais effectivement, nous avons des contraintes horaires à respecter là, vis-à-vis de nos amis de la Cité, donc voilà, c'est strict. Donc merci encore hein, pour nos conférenciers, là, c'était quand même une belle trilogie, là, bien réussie, là, qui nous a quand même sensibilisé effectivement sur l'importance un peu de la forêt là, dans la gestion du cycle du CO2 et puis des données spatiales, bien évidemment. Donc rapidement, avant de vous libérer, donc un petit mot là, sur l'association des Amis de la Cité de l'Espace. Hein. Vous avez à peu près sous les yeux là, l'éventail des activités, des événements que l'on organise. Hein. Il n'y a pas que les conférences. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est le moment effectivement d'adhérer pour ceux qui sont primo-adhérents ou de renouveler votre adhésion pour ceux qui sont déjà adhérents. Hein. Je pense que c'est le bon moment. Donc vous pouvez le faire de manière très facile, en ligne, sur le blog là, de l'association des Amis de la Cité de l'Espace. Donc faites-le parce que c'est grâce effectivement à vos cotisations qu'on arrive effectivement à maintenir un programme qui quand même s'étoffe d'année en année. Voilà. Je pense que j'ai à peu près conclu là-dessus. Bah, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée, par avance des bonnes fêtes de fin d'année, parce que je pense qu'on ne se verra peut-être pas tous d'ici là. Et puis à bientôt en 2026.